Moi, je vais parler un peu d'optimisation, surtout de l'optimisation donc multi-objectif. Et on va rajouter là-dedans des incertitudes, ce qui vient encore compliquer le problème. Et la thèse, le but, c'était de proposer un algorithme de descente, donc à base de gradients en partie, qui vient résoudre des problèmes donc multi-objectifs avec des incertitudes. Donc c'est une thèse qui a été dirigée par Fabrice Poirion et Jean-Antoine Desideri. Elle se passe encore actuellement au DEMAS dans l'unité MS2. Donc je vais commencer par une petite introduction pour expliquer un peu ce que ça implique de passer en optimisation multi-objectif. On va voir que ça change quand même pas mal vis-à-vis de l'optimisation classique mono-objectif où on a une seule fonction à aller minimiser. Ensuite, on va regarder ce que implique aussi de rajouter des incertitudes dans mes objectifs. Comment je vais pouvoir traiter ce problème, comment je vais pouvoir le formuler. On en viendra à la formulation totale du problème que j'ai traité pendant la thèse. Finalement, après, il y aura une grosse partie sur l'algorithme que j'ai développé pendant la thèse, où je vais vous présenter l'algorithme, les différents résultats de convergence que j'ai pu avoir, certains cas tests, 2 extensions qui permettent d'améliorer numériquement, on va dire, la façon dont réagit l'algorithme et converge vers les solutions du problème. Et ensuite, il y aura 2 autres applications un peu plus appliquées domaine ingénieur avec une optimisation de Matteo Sandwich où je rajouterai des contraintes, chose que je ne ferai pas au début, et la résolution d'un problème de fiabilité où en fait il y a des contraintes aussi, mais c'est des contraintes en probabilité. Donc on verra un peu plus tard ce que ça donne. Donc je vais commencer par parler de l'optimisation multi-objectif. Alors optimiser de façon mono-objectif, c'est minimiser une seule fonction et on se doute qu'il n'y a souvent qu'une seule solution, sauf minimum local, etc., sur lesquels on peut tomber. Optimiser 2 fonctions simultanément, ça pose un léger problème parce qu'on se retrouve avec des minimums qui ne sont pas forcément au même endroit. Et donc, il va falloir réussir en fait à changer l'ordre qu'on a d'habitude, c'est-à-dire il va falloir changer donc l'ordre qu'on utilise, histoire de trouver quelque chose qui est compatible avec ce système de 2 fonctions. Et en fait, on va chercher en optimisation multi-objectif à trouver l'ensemble des meilleurs compromis. L'ordre qu'on va utiliser s'appelle l'ordre de Pareto. Et donc, on va chercher les meilleurs compromis entre les deux. Donc ici, on voit qu'on a 2 fonctions. Si je commence par prendre un point qui est ici, j'ai 2 fonctions qui sont f et g qui ont une valeur. Si je descends un petit peu, je vais réussir à améliorer à la fois f et à la fois g. Donc, je vais considérer que cette solution est meilleure. Et il va arriver un moment, ici, au petit a, où en fait je vais arriver au minimum de la fonction f et je ne vais plus être capable d'améliorer g sans dégrader f. Et donc on arrive à un endroit qu'on appelle une solution de Pareto et l'objectif c'est de trouver l'ensemble de tous ces compromis entre les 2 solutions, entre les deux objectifs par exemple, qui représentent donc les meilleurs compromis entre mes 2 objectifs. Ça, dans l'espace des objectifs, donc f en fonction de g, ça se représente par un front de Pareto. Donc c'est ce que je vais vous montrer souvent en tant que résultat numérique. Ce sera des fronts de Pareto comme ça qui sont représentés et qui permettent de voir que, par exemple, ici, on n'est plus capable d'améliorer f sans dégrader g. Si je monte un petit peu, hop, je dégrade forcément g en améliorant mon f. Et inversement, ici, etc. Et donc l'idée, c'est de trouver vraiment l'ensemble de ces compromis. C'est vraiment l'objectif de la thèse. Si on rajoute des incertitudes dans les objectifs, on se doute bien, donc là elles sont rajoutées avec des variables aléatoires qu'on intègre à l'intérieur des objectifs. On voit bien qu'il y a un petit problème si on laisse ça comme ça, c'est qu'on va se retrouver avec quelque chose comme ça. Là c'est donc la fonction qui est représentée pour beaucoup de tirages aléatoires différents, et on se doute bien que minimiser cette chose-là, ça ne va pas du tout être facile. Donc en fait ce qui se passe, c'est que pour résoudre ce genre de problème, il faut absolument donner un sens à la partie stochastique du problème, et donc aux incertitudes. Et donc on en vient à l'endroit où on est obligé de mettre une formulation. Il y a beaucoup de formulations possibles. Je pense que celle qui est la plus connue, c'est la formulation du pire scénario. Donc on cherche en fait les variables aléatoires qui dégradent le plus la fonction objectif, et on va essayer de en fait garder ce tirage aléatoire-là, et on va venir minimiser la fonction sur ce tirage unique. Il y a quelque chose qui est dérivé du pire scénario, qui est la formulation robuste, qui consiste en fait à prendre en compte plusieurs scénarios. Et là, la formulation à laquelle moi je m'intéresse, c'est la formulation en moyenne. En fait, la formulation en moyenne, donc stochastique, en espérance, l'idée c'est de considérer en fait tous les scénarios possibles et d'aller trouver, disons, la solution qui permet d'être la meilleure sur l'ensemble des scénarios. En moyenne, pardon.
Donc on peut formuler ça comme ça. C'est le problème en espérance, donc j'ai plusieurs objectifs, et à chaque fois, mes objectifs sont écrits comme des espérances de fonctions aléatoires. L'objectif de la thèse, du coup, c'est de construire le front de Pareto de cette chose-là. La remarque qu'on peut faire, c'est qu'en fait, prendre l'espérance d'un nombre aléatoire, enfin d'une variable aléatoire, finalement, ça revient à un problème déterministe. L'espérance d'une variable aléatoire, c'est un nombre déterministe. Il n'y a plus du tout d'aléa dans ce truc-là. Le vrai souci derrière cette formulation en espérance, c'est le calcul des espérances. On n'est souvent pas capable d'avoir l'espérance de manière analytique, et quand on essaye de l'estimer, les méthodes qui sont utilisées, c'est souvent des méthodes de Monte-Carlo, donc très coûteuses en fait. La méthode, ça consiste à prendre plein de tirages aléatoires et de dire je vais calculer mon FI pour beaucoup de W différents et je vais faire une moyenne de toutes les valeurs et ça va m'estimer mon espérance. Mais ça, forcément, c'est très coûteux, ça demande énormément de tirages aléatoires pour réussir à avoir une espérance viable. Donc c'est une remarque assez importante parce que pour cette chose-là, c'est ce que font les gens pour le moment dans la littérature et on verra plus tard que moi, l'algo que je vous propose n'utilise pas cet estimateur d'espérance et c'est pour ça qu'il a l'air d'être quand même assez performant vis-à-vis de ce qui existe pour le moment. Donc je vais passer à la présentation de l'algorithme. Donc l'algorithme, il est assez simple finalement. C'est l'algorithme du gradient stochastique dans lequel on vient juste changer le vecteur de descente. À la place de prendre juste le gradient, ici, vu qu'on a plusieurs fonctions objectives, en fait on va construire un vecteur de descente commun qui a cette tête-là. Et ça, on est capable de prouver mathématiquement que cette chose-là, c'est un vecteur de descente qui est commun à l'ensemble des objectifs, donc F1, F2, F3. Donc on va faire descendre tout le monde, et c'est vrai juste pour le tirage WK plus 1 par contre. Il faut faire un tirage avant, un tirage unique. L'avantage de cet algorithme-là, donc on fait une boucle n fois. L'avantage de cet algo, c'est qu'on voit tout de suite qu'on n'a pas d'estimation d'espérance, on n'a pas de Monte-Carlo. On fait à chaque itération d'optimisation, on fait un tirage unique et on avance dans la direction qui nous est donnée par le vecteur de descente commun. Mais jamais on va venir faire beaucoup de tirages, trouver quelque chose qui permet de descendre de façon commune et ensuite descendre. L'autre avantage, c'est que je vous ai dit qu'on cherchait à avoir le front de Pareto. Alors le front de Pareto, ça va nous obliger en fait à prendre plusieurs points initiaux et utiliser l'algorithme plusieurs fois. Ici, on voit qu'on a complètement une indépendance. On peut prendre plusieurs points initiaux et lancer l'algorithme complètement en parallèle. Donc c'est ce qu'on fait, nous, pendant les calculs numériques. On est capable d'envoyer beaucoup de points en même temps qui vont converger vers des solutions de Pareto différentes et on va avoir une description du front de Pareto à la fin. Donc ça, c'est le cœur de la thèse, c'est les deux gros résultats. C'est les théorèmes de convergence. Alors, il n'y a pas beaucoup d'algorithmes en multi-objectifs qui ont des preuves de convergence vers les solutions de Pareto du problème. Donc c'était vraiment le cœur de la thèse. Je ne vais pas faire de démonstration technique de ce que c'est. Je vous donne les résultats. Juste, il n'y a qu'une planche, mais vraiment c'est le cœur, quoi. Ça a pris du temps et c'était pas forcément évident. Donc on a deux résultats de convergence. Un premier en norme, qui n'est pas forcément le plus intéressant, mais comme je le mets ici, en fait on est capable de prouver une vitesse de convergence. Donc ce qui est quand même quelque chose d'intéressant de finalement, cette convergence en norme est intéressante notamment pour le résultat de convergence qu'on est capable de trouver qui va avec. Et on a une convergence qui est plus forte, qui est donc une convergence qu'on appelle presque sûre, qui est en fait la probabilité de tomber à la fin sur un point qui est solution est de 1. Voilà. Donc ça c'est juste pour vous expliquer à nouveau comment les algorithmes concurrents fonctionnent. Dans l'idée en fait, donc on a un optimiseur déterministe et en fait à chaque itération on va venir faire une sampling loop qui va venir estimer nos espérances. Et c'est comme ça que fonctionnent pour le moment dans la littérature les algorithmes concurrents qui résolvent le même problème d'optimisation que le mien. On voit tout de suite qu'avec ce genre de stratégie d'optimisation, finalement, on va avoir quelque chose de coûteux parce qu'on se retrouve avec deux boucles imbriquées. Une première qui est pour la sampling loop, aller estimer les espérances, et une deuxième avec un optimiseur déterministe. On se rend vite compte qu'on va devoir aller chercher et calculer notre fonction objectif, qui est vraiment notre coût-temps finalement, énormément de fois pour réussir à aller jusqu'au bout. Donc ça, c'est des résultats sur des fonctions de test assez classiques en multi-objectif. Donc c'est des fonctions mathématiques qui sont créées et faites pour mettre en difficulté les algorithmes d'optimisation. Alors il y a trois couleurs, on ne voit pas du tout les échelles, j'imagine. Donc il y a trois couleurs. En bleu, c'est l'algorithme que moi je propose.
il faut savoir que là, en gros, j'ai 300 itérations par point. Chaque point que vous voyez sur la courbe, j'ai utilisé 300 itérations. On va prendre juste celle-là en exemple. Donc 300 fois, je suis allé calculer mes fonctions objectifs. La stratégie que je vous ai présentée jusqu'avant, donc les algorithmes concurrents avec un algorithme génétique, c'est vert. Et donc vert, c'est 300 fois aussi, enfin 300 itérations, il rend ça. Donc ce qui est clairement un résultat absolument moche. Et on voit que tout est dominé quasiment. Donc il n'a pas réussi à converger aussi bien que l'algo que je propose. Et rouge, c'est quand il a 100 fois plus de points, cet algo. Donc il arrive à peu près à donner les mêmes résultats avec 100 fois plus d'itérations que l'algorithme que je propose moi. Ensuite, j'en viens à parler un tout petit peu d'extension, enfin de choses qu'on a rajoutées à l'algo pour le rendre numériquement un peu plus fort ou même théoriquement un peu plus fort. Ça, c'est une première chose qui permet de générer des points de départ basés sur des métamodèles. Il a l'avantage de nous créer ce qu'on appelle de la dispersion en fait. On va réussir à avoir une meilleure représentation du front de Pareto finalement, parce qu'on aura réussi à générer des points de départ de manière un peu plus intelligente que juste lancer en parallèle l'ensemble des points de départ et puis réussir à converger. En fait, l'idée, c'est que donc SMGDA, c'est un algorithme le vecteur de descente, il est défini d'une certaine manière qui fait qu'il a tendance à aller au plus vite sur le front de Pareto. Donc si globalement je fais commencer tous mes points à peu près au même endroit, ils vont avoir tendance à tous converger au même endroit sur le front de Pareto. L'idée, c'est de réussir à donner du spreading et de la dispersion. Donc en fait, on va faire converger un premier batch de points de départ pris au hasard dans l'espace de design sur le front de Pareto, et ensuite on va essayer de déterminer les zones dans lesquelles des solutions peuvent exister. Et donc pour ça, on utilise la définition de ce que c'est qu'un compromis de Pareto. Et ensuite, on va utiliser donc les points convergés pour créer des métamodèles qui vont nous permettre d'aller estimer des nouveaux points de départ dans justement ces zones qu'on a identifiées qui nous intéressent. C'est un peu l'idée de ce truc-là. Donc, il y aura une petite animation dans une des applications un peu ingénieures. Et l'autre chose, c'est que vous avez vu que le vecteur de descente que je vous avais proposé, il utilisait les gradients au début. Et donc on s'est un peu posé la question avec Fabrice, qu'est-ce qui se passe quand on n'a pas le gradient? Et qu'est-ce qui se passe quand on a un point critique sur une fonction comme ici, au final, où on n'est pas capable de définir un gradient? Il existe des objets mathématiques qu'on appelle les sous-différentiels, qui sont donc qui permettent en fait de faire converger l'algorithme même si on n'a pas l'existence du gradient. Ce qu'il faut, c'est qu'on ait l'existence du gradient autour du point critique. Et donc l'idée de ça, c'est de créer la sous-différentielle autour du point critique, au voisinage. On va faire du sampling, on va aller chercher les gradients autour de cette fonction objectif, autour de ce point critique. Et finalement, on va changer le vecteur de descente et on va dire que finalement, c'est plus l'argmin de l'enveloppe convexe de mes gradients, mais c'est l'argmin de ce qu'il y a dans mes sous-différentiels de Clark. Donc, une sous-différentielle, ça ressemble à ça en fait, c'est un espace où j'ai un ensemble de vecteurs à l'intérieur, et donc je vais chercher le vecteur de plus petite norme. L'avantage de ça aussi, la sous-différentielle, c'est qu'elle garde les conditions d'optimalité. C'est-à-dire que ici, on voit que je suis à un point critique, et finalement, en fait, la dérivée 0, c'est la solution de mon argmin, et en fait, on voit bien qu'ici, en fait, on a un point optimal, on est bien un minimum. L'autre avantage de ça, c'est que ça permet de résoudre les contraintes par pénalisation. La pénalisation, finalement, c'est rajouter un morceau dans les objectifs qui est une fonction, justement, qui a un de ses points critiques. Donc, en dessous le seuil, je vais avoir 0. Au-dessus du seuil, je vais avoir une espèce de droite qui correspond à ma contrainte, enfin, une fonction. Et donc, j'ai un point critique au lien entre les deux. Et donc, cette histoire de sous-différentiel va me permettre de traiter les contraintes par pénalisation. Je vais passer maintenant donc à deux petits cas d'application. Alors, ils sont sans prétention, ça reste des fonctions analytiques hyper simples. J'ai pas fait de numérique à base d'éléments finis, etc. J'ai vraiment pas eu le temps. Donc ça reste assez simple. L'idée ici, c'était d'optimiser un matériau sandwich, le design d'un matériau sandwich, où on veut minimiser la masse surfacique minimale de notre matériau sandwich et minimiser une force critique qui induit un mode de défaillance aux flexions. J'ai considéré 2 modes de défaillance. Donc en fait, finalement, on se retrouve avec une fonction on doit minimiser un min de 2 fonctions différentes. Et donc là, à nouveau, on va avoir besoin des sous-différentiels. On voit qu'entre les deux modes de défaillance, on ne va pas avoir les mêmes fonctions, on aura des points critiques forcément.
J'ai rajouté donc des incertitudes, vu que c'est aussi le principe, qui sont sous la forme de lois uniformes, plus ou moins 20%. On pense que c'est assez grand vis-à-vis de la valeur nominale de ce genre de paramètres. Je pense pas que dans l'industrie, ils aient autant de marge, pas sûr. En vrai, j'ai un peu cherché, c'est pas facile de trouver des choses sur justement les incertitudes sur les paramètres matériaux, il n'y a pas grand-chose qui traîne. Et j'ai rajouté donc une contrainte d'épaisseur totale qu'on va à nouveau traiter par pénalisation. Et donc ça, c'est la fameuse génération de points. Donc là, j'ai un premier batch, enfin bon, du coup ça va un peu vite, mais les points rouges, c'est les points qui ont convergé vers le front de Pareto. Mes zones bleues, c'est les zones où je peux avoir possiblement des solutions de Pareto. Je sais que dans tout le reste de l'espace, il n'y aura pas de solution de Pareto, donc je n'ai pas besoin d'aller chercher là-bas. À partir des points rouges, en fait, à chaque itération, je vais construire un métamodèle de crigeage qui va essayer d'aller me chercher, donc ça on est dans l'espace de performance, qui va essayer d'aller me chercher des points, qui sont les points gris, dans l'espace de design, pour me générer en fait des points de départ. Et donc, même si je ne suis pas hyper proche et je ne suis pas exactement dans ces zones, c'est pas grave, parce qu'après je lance une procédure d'optimisation avec mon algo classique. Mais ça permet d'être au moins proche de ces zones qui m'intéressent, où j'ai beaucoup de vides. Et donc on voit bien que j'arrive quand même pas mal à combler justement ces vides et au fur et à mesure à augmenter le nombre de points et la qualité et le spreading de mes solutions sur le front de Pareto. Pour le moment, je ne vous ai pas parlé des impacts des incertitudes sur mes fonctions objectifs. Donc, en fait, c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident de faire de la propagation d'incertitudes. Là, j'avais de la chance parce que bon, c'était des fonctions analytiques. Donc, j'ai fait de la propagation d'incertitudes et j'ai essayé de reconstruire un peu la densité de probabilité de mon problème sur une des solutions de Pareto, donc, qui est la solution rouge. Voilà. Donc là, c'est mon front de Pareto que j'ai déterminé avec mon algorithme. Et puis, une des solutions de Pareto, j'ai reconstruit ma densité de probabilité. Donc ici, le triangle gris, vous avez la moyenne de la performance, en fait. Donc qui correspond à en fait, ce que moi j'attends, ma solution. C'est la solution qui est prévue par mon algorithme, le gris. En analysant un petit peu la densité de probabilité, on voit que sur la masse, j'ai pas énormément d'incertitudes, effectivement, mais par contre sur la force critique, ça va de 1,6 10 puissance 5 à 2,6 10 puissance 5. En gros, ma densité de probabilité, on a quand même quelque chose qui est assez large, finalement. Et donc ça, c'est en partie à cause du fait que je considère deux modes de défaillance différents sur donc la force critique de défaillance. J'ai deux modes différents. Et ici, je vous ai mis quelques samples. Donc en fait, et je les ai coloriés selon le mode qui était actif, le mode de défaillance actif. Et on voit, en fait, si on balaye un peu tout le front de Pareto et qu'on fait la densité de probabilité, on voit qu'à chaque fois, notre solution, elle est à l'interface entre les deux modes. Donc j'ai à la fois des draws qui sont bleus, qui disent que c'est mon mode 2 qui sera actif à cet endroit-là, et à la fois des draws qui sont rouges, et qui disent que c'est mon mode 1 qui sera actif. Donc en fait, on se rend compte que les solutions de Pareto de ce problème, par exemple, elles sont toutes à l'interface entre l'activation de mes deux modes de défaillance que j'ai considérés dans le problème. Autre chose, on fait souvent la confusion. Calculer la moyenne de la performance, c'est pas la même chose que prendre la moyenne des incertitudes et calculer la performance ensuite. Donc ici, je vous ai mis l'exemple. Donc la moyenne de la performance, c'est ce que je cherche. Donc c'est toujours le triangle ici. Donc ça, c'est les contours de ma densité de probabilité. Et le rond gris, c'est si jamais je prends la moyenne de mes incertitudes au tout début et que j'envoie ça dans mes fonctions objectifs. Et on voit bien que ça donne pas du tout le même résultat. Donc c'est pas du tout les mêmes problèmes qu'on résout. Souvent, on fait la confusion et on prend la moyenne des incertitudes et c'est pas top. Ok, donc là toujours SMGDA et NSGA. Alors je sais pas combien de temps il me reste. Ok, donc je vais passer. Ça n'a pas forcément un grand intérêt, à part qu'on est toujours pas mal performant vis-à-vis de NSGA2. Autre chose qui est assez sympa, on a fait la résolution de problèmes de fiabilité. Alors je pense que c'est très intéressant côté ingénieur. Donc typiquement, c'est je veux minimiser la masse de ma poutre ici, sachant que je veux que sa probabilité de flambage sous le flambage de l'air soit inférieure à un certain seuil. Je pense qu'il y a beaucoup de problèmes côté ingénieur qui traitent ce genre de choses. Et donc on a essayé de résoudre ça. Et en fait, à la place d'avoir un problème qui est formulé comme ça, avec deux contraintes ici, en disant que H doit être inférieur à B et que ma probabilité doit être inférieure à un certain seuil, nous, on a transformé cette chose-là en la mettant comme objectif, cette probabilité. Donc une probabilité, ça peut s'écrire aussi comme l'espérance d'une fonction indicatrice qui dit si j'ai dépassé un certain seuil ou pas. Donc c'est comme ça qu'on l'a transformé. On se retrouve en effet avec quelque chose qui ressemble à ce que je peux résoudre avec
avec mon algorithme. Donc on a résolu ça. Alors ça change un petit peu le problème de base, mais au moins on a un front de Pareto complet qui nous donne en fait les meilleurs compromis entre ma probabilité de défaillance et ma masse minimale à avoir. Et donc ça modifie. Alors le problème initial c'était il fallait 5% de défaillance. Donc moi les solutions que j'ai données c'est les solutions rouges. Donc j'ai des solutions autour des 5%. Mais l'avantage d'avoir le front de Pareto, c'est que ça permet aussi à l'utilisateur de savoir, ok, je suis prêt à dire, ah bah finalement, je ne vais pas sacrifier tant de masse que ça, et je vais me retrouver avec que 5%, avec que 5 pour 1000, pardon, de probabilité de défaillance. Donc en fait, le front de Pareto, il permet de donner vraiment les trade-offs et les compromis les meilleurs possibles, et ça permet à l'utilisateur de choisir après. Autre chose qui est assez intéressante là-dedans, c'est que dans la littérature, donc les gens qui ont fait le triangle vert, ils utilisent des méthodes un peu lourdes. Dès que les probabilités à calculer sont faibles, donc 10-5, 10-6, etc., que moi j'arrive à trouver assez rapidement finalement avec 650 itérations, il faut utiliser des méthodes assez complexes parce qu'on commence à être sur des queues de probabilité, donc c'est assez dur de trouver où se situe cette chose-là. Donc plus on descend en termes de probabilité, plus les méthodes qui sont proposées actuellement deviennent complexes à mettre en œuvre. Donc pour conclure sur l'algorithme, je pense qu'il faut retenir, c'est que c'est un algorithme qui a des preuves de convergence. C'est vraiment pas quelque chose qui est courant dans la littérature finalement, et surtout qu'on n'a pas d'estimateur d'espérance dans cette chose-là. Et donc on va gagner énormément de temps. On a l'avantage de pouvoir prendre en compte des objectifs non réguliers et ou non convexes avec les petites solutions de sous-différentiel. Ça nous permet de traiter beaucoup plus d'objectifs différents. Et par contre, bon, ça reste un algorithme avec des calculs de gradients, de sous-gradients, etc. Et si jamais les gradients ne sont pas facilement accessibles, on peut se retrouver à avoir quelque chose d'assez coûteux finalement. Voilà pour la petite liste des publications et des proceedings et des présentations. Et puis il y en aura peut-être un quatrième qu'on écrira avec Fabrice en septembre, s'il y a un peu de temps, sur la fiabilité justement. Voilà, merci beaucoup de votre attention.